Bonjour Didier Blanchet. Bonjour. Directeur des études et synthèses à l'INSEE. Vous aviez préparé cette table ronde qui s'est déroulée aux Journées de l'économie de Lyon sur les écarts entre la perception et les statistiques, notamment sur le pouvoir d'achat, les inégalités. On en a déjà parlé lors d'une autre émission, mais aussi sur la notion de coût de la vie. Alors est-ce que le coût de la vie, est-ce que c'est une notion à laquelle on ne fait pas dire quelquefois trop de choses? Est-ce qu'elle ne retrace pas totalement la réalité du coût de la vie? Est-ce qu'on n'a pas essayé de lui faire dire davantage qu'elle ne peut dire? Oui, effectivement, il y a une certaine ambiguïté sur cette notion de coût de la vie et qui peut aussi contribuer à l'explication de cet écart entre le ressenti et le mesuré du pouvoir d'achat. Ce que font généralement les statisticiens, c'est qu'ils établissent une distinction entre ce qu'ils appellent la mesure des prix d'un côté et la mesure du coût de la vie de l'autre. C'est une distinction qui n'est pas toujours très compréhensible parce qu'on se dit que la mesure des prix, il faut quand même que c'est un rapport avec le coût de la vie. Donc je crois que ça appelle Mais l'INSEE fait deux indicateurs. Nous, on mesure surtout les prix. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est effectivement une mesure du coût de la vie, mais ce que ça mesure, c'est en gros, d'une période sur l'autre, compte tenu de la hausse des prix, combien évolue ce qu'il vous en coûte de vous procurer un ensemble de choses qui vous assurent à peu près le même service que l'an dernier, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, etc. et de proche en proche, puisqu'on travaille par ce qu'on appelle des systèmes de prix chaînés là, qui prennent en compte les évolutions d'une année sur l'autre. Donc en gros, quand je mesure le niveau de vie en déflatant mon revenu nominal par cet indice de prix, ce que ça mesure, c'est ce que serait le ressenti de l'évolution du niveau de vie pour un individu dont les préférences seraient parfaitement stables au cours du temps, dont les normes de consommation n'évolueraient pas du tout. Donc un individu moyen qui n'existe pas, en fait. Oui, qui n'existe pas. Mais enfin, ceci dit, quand on pense à ça, effectivement, on dit qu'il n'est pas forcément aberrant de chiffrer que par rapport aux années 70, le niveau de vie a cru de 50% à peu près. C'est ce dont il a cru depuis cette période. Quand on repense à ce qu'étaient objectivement les conditions de vie il y a 40 ou 50 ans, les types des biens et les qualités qu'on avait. Alors la notion de coût de la vie, telle qu'on l'entend dans le grand public, c'est quelque chose de différent. C'est la même chose, mais en prenant en compte le fait qu'entre-temps, les normes de consommation évoluent. Et dans ce cas-là, effectivement, là, le ressenti va être beaucoup moins favorable parce qu'on a ce problème un peu de course-poursuite entre la croissance économique, le fait que des biens de plus en plus sophistiqués sont disponibles, de plus en plus diversifiés, l'envie d'acheter que ça crée, et donc l'évolution des normes de consommation qui va avec. Donc cette course-poursuite, elle est à la source d'une tension sur le ressenti des conditions de vie. Cette tension, elle se relâche lorsque la croissance est rapide, comme on a eu durant les 30 Glorieuses. Mais dès que la croissance ralentit, là par contre, la tension redevient très vive. Et sous l'hypothèse que la croissance resterait plutôt assez modérée, disons, sur les décennies à venir, il y a toute chance que cette espèce de tension entre perception et mesure du pouvoir d'achat continue à durer. Continue, même si, et vous l'expliquiez lors de la table ronde, une unité de consommation aujourd'hui peut acheter son pouvoir d'achat, c'est 1,5 fois ce qu'il était il y a 40 ans. Oui, c'est effectivement à peu près le chiffre. Ça, c'est vrai scientifiquement, malgré tout. Oui. Merci beaucoup Didier Blanchet d'être venu l'expliquer.